Bonsoir, bonsoir tout le monde. Merci d'être présent pour nous écouter, écouter toute l'équipe là, autour des avancées thérapeutiques dans la mucoviscidose. Donc, c'est un webinaire qui va durer 1 heure et demie a priori. Il y aura 2 présentations par le docteur Camille Audoucet à ma gauche, qui est pneumologue et responsable du CRCM adulte. Et puis ensuite, je laisserai la présentation à mes collègues. Et moi, je suis Nathalie Vizela, je suis pédiatre et responsable du CRCM pédiatrique de Lille. Et donc, bonjour à tous. Donc, professeur Olivier Drosic, je suis pneumologue au CHU de Lille. Et je suis très heureux également de commodérer ce webinaire avec Nathalie Vizela, webinaire organisé par la plateforme Plemara, qui est la plateforme d'expertise maladies rares des Hauts-de-France. Et donc, nous allons pouvoir débuter. À moi d'ouvrir le bal sur les traitements actuels dans la mucoviscidose. On entend principalement par traitement actuel, donc les modulateurs du CFTR de haute efficacité. Afin de pouvoir voir où nous en sommes, il faut probablement voir d'où on est parti. Les premières manifestations de la mucoviscidose ont été décrites au Moyen-Âge et un sort funeste était prédit aux enfants dont un baiser sur le front retrouvait une sueur salée. Première description qui retrouvait en évidence une sueur salée qui sera un critère diagnostique ultérieurement mis en évidence. La première description clinique de la maladie, de la cystique fibrosis, a été faite par une pédiatre américaine qui avait décrit sur des autopsies des kystes pancréatiques rattachés à des atteintes respiratoires. Et quelques années plus tard, l'hypothèse de fluide de mucus visqueux amenant au terme de mucoviscidose ont été décrits par un autre pédiatre. 59, le premier test de dépistage de la maladie est mis au point, le test de la sueur, donc on reviendra sur les critères diagnostiques ultérieurement, et qui est toujours actuellement le gold standard pour le diagnostic de la mucoviscidose. Il faut attendre 1989 pour trouver le gène responsable de la mucoviscidose, le Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator. Donc pour le reste de la présentation, je dirais CFTR par mesure de simplicité, et les choses s'accélèrent globalement en 2002 avec la mise en place du dépistage néonatal et la désignation des centres de ressources et de compétences de la mucoviscidose qui avaient été identifiés de manière précoce comme des facteurs pronostiques majeurs. Il faudra attendre 2012 pour avoir les premiers traitements qui agissent sur les causes de la maladie avec un bénéfice assez significatif, mais dont on reviendra sur les modalités pour lesquelles le grand public n'a pas eu connaissance de ces traitements-là. Et en revanche, en 2021, juillet 2021, arrivaient en France des modulateurs de haute efficacité qui ont été révélés dans le grand public comme étant hautement efficaces et changeant le pronostic de nos patients. Donc, la mucoviscidose est une maladie génétique autosomique récessive, monogénique. Premier point, il faut noter qu'il y a plus de 2000 mutations décrites, mais qu'une minorité de ces mutations sont pathogènes. Donc, on peut avoir 2 mutations du CFTR sans être atteint. Et donc, le diagnostic de mucoviscidose repose sur 2 mutations pathogènes avec un test de la sueur positif et au moins 2 atteintes d'organes. La mutation la plus fréquente est la mutation delta S508. Et ici, représenter une carte avec le nombre de patients atteints de mucoviscidose par pays. Et donc, effectivement, il y a une prédominance de cette pathologie dans les populations caucasiennes. Mais si on s'intéresse également, on voit qu'il y a des bassins de patients atteints au niveau des pays du Maghreb et en Asie. Donc, il y a une prédominance de l'atteinte de la mucoviscidose dans les populations caucasiennes, mais également dans des pays autres avec une absence de prédominance de la population caucasienne. Et c'est probablement des cas qui sont sous-diagnostiqués. Actuellement, en France, dans la population caucasienne, donc, on a une naissance sur 4300 qui donnera lieu à un enfant atteint de mucoviscidose, et cette fréquence est bien moindre dans les pays asiatiques. La démographie actuelle de la mucoviscidose en France est la suivante. Initialement, on a une pathologie qui est pédiatrique en 92, avec 82% des enfants qui sont suivis en centre pédiatrique. Et la réalité actuelle est que la majorité des patients, 64%, sont actuellement suivis dans des centres adultes. En France, on estime à 7688 patients atteints de mucoviscidose suivis dans l'année. Et il faut intégrer dans cette cohorte de patients 881 patients qui sont greffés, dont une majorité sont porteurs d'un greffon pulmonaire. Et il est important de les distinguer puisque c'est une population qui, bien que minoritaire, porte un lourd tribut au nombre de décès de patients atteints de mucoviscidose. L'âge moyen actuel des patients atteints de mucoviscidose est de 25,7 ans. Alors,
pour vraiment bien comprendre les enjeux, l'efficacité, les limites des traitements par modulateur de la protéine CFTR, eh bien, il faut s'intéresser et se rappeler quel est le rôle de cette protéine. C'est une protéine qui est membranaire ici et qui va participer aux échanges en transportant des ions bicarbonate et des ions chlorure vers le milieu extracellulaire. Elle est également le chef d'orchestre d'un certain nombre de canaux, dont le canal NAC, qui réabsorbe le sodium. Donc c'est un canal qui est exprimé dans les épithéliums avec une fonction exocrine, dont font partie les glandes sudoripares, l'épithélium respiratoire et digestif. Ce n'est pas une liste qui est exhaustive. Quelles sont les deux fonctions de ce canal? Elles sont à la fois d'hydrater le milieu extracellulaire et les mucines, mais également une fonction d'alcalinisation du mucus qui est important puisqu'elle va participer à la bonne conformation des mucines, au fonctionnement des peptides antimicrobiens et également à l'optimisation du fonctionnement des enzymes digestives. À partir du moment où le patient est atteint de mucoviscidose, une altération de ce fonctionnement de ce canal qui va en résulter un problème d'hydratation des mucus, une acidification du mucus et qui va déclencher toute une atteinte et une destruction progressive d'organes. Donc la mucoviscidose est par définition une pathologie systémique. Dans son diagnostic, on a une première description avec une atteinte pancréatique, puis secondement respiratoire, et ici vous avez les représentations des différentes atteintes. Donc on a un critère diagnostique avec une atteinte au niveau des glandes sudoripares, avec un chlore sudoral qui va être augmenté. Au cours d'un test de la sueur, si on a plus de 60 millimoles de chlore au niveau du test de la sueur, c'est considéré comme étant pathologique et le diagnostic de mucoviscidose peut être posé. A contrario, à moins de 30 millimoles par litre, on est considéré comme ayant un chlore sudoral normal. Alors, la principale atteinte qui fait le diagnostic de la mucoviscidose à l'heure actuelle, c'est l'atteinte respiratoire avec une stagnation de mucus au niveau des voies aériennes qui peut conduire à une colonisation par différentes bactéries et ou éléments fongiques. Il y a une inflammation des voies aériennes qui va conduire à la formation de bronchectasie, donc de dilatation de bronches, et de développement potentiel d'une insuffisance respiratoire qui, encore une fois de plus, à l'heure actuelle, fait le pronostic de la maladie. Mais il y a d'autres atteintes qu'il ne faut pas oublier. C'est celle d'une atteinte ORL avec une rhinosinusiite chronique qui peut être très symptomatique, qui peut constituer un réservoir bactérien participant aux exacerbations, avec aussi une polypose nasosinusienne. L'atteinte digestive peut débuter très précocement et faisait initialement le pronostic des enfants avec une insuffisance pancréatique exocrine, puis qui peut devenir endocrine également avec un développement d'un diabète associé à la mucoviscidose. Il y a tout un tas de symptômes digestifs qui peuvent être une symptomatologie digestive douloureuse, allant jusqu'à un syndrome d'obstruction intestinale distale et ou des illus méconiaux en période néonatale. À noter qu'avec le vieillissement des patients atteints de mucoviscidose, un risque accru de cancer digestif a également été mis en évidence et qu'on peut avoir une atteinte précoce hépatique avec une cirrhose et le développement d'une hypertension portale qui sont des facteurs pronostiques indépendants également. Au niveau de l'appareil reproducteur, on a une infertilité par azoospermie via une agénésie bilatéraux des canaux déférents chez les hommes, une atteinte qui est quasiment systématique, et chez la femme, une hypofertilité. Ici, le nombre de toutes les atteintes ne sont pas exhaustives, mais on notera qu'il peut y avoir une ostéoporose, qu'il y a des troubles anxio-dépressifs également associés à cette pathologie. Donc, si on résume les cibles thérapeutiques potentielles dans la mucoviscidose, eh bien, nous avons une mutation du gène qui conduira à une absence ou une protéine CFTR normale qui pourra être associée à une obstruction des voies aériennes par du mucus et ou d'autres organes, une inflammation, une infection, menant au niveau respiratoire à des dilatation de bronches, une insuffisance respiratoire. Eh bien, jusqu'à maintenant, jusqu'à récemment, on ne faisait que compenser la fonction CFTR, c'est-à-dire que quand le patient présentait un encombrement bronchique, on proposait de la kinésithérapie, de l'activité physique pour restaurer la fonction de l'altération de la clairance mucociliaire. On mettait des traitements anti-infectieux ou anti-inflammatoires en fonction des présentations cliniques et le recours ultime à la transplantation pulmonaire en cas de dysfonction respiratoire majeure. Donc ça, c'était la prise en charge entre guillemets historique qui persiste. On continue toujours à utiliser cette compensation du canal CFTR, mais récemment, depuis au moins 2011-2012, on est capable de corriger la fonction CFTR, c'est-à-dire de restaurer en partie les flux ioniques et de corriger en amont ces différentes anomalies. Il y a d'autres pistes thérapeutiques qui seront évoquées par le docteur Lejeune à ma droite au cours du deuxième topo. Alors,
Là, c'est un diagramme qui est important à mon sens, où l'on voit que dans la mucoviscidose, il y a eu de façon progressive à chaque fois des innovations thérapeutiques, et chaque innovation thérapeutique a été associée à une amélioration de l'espérance de vie prédite à la naissance, que ce soit avec les antibiotiques, avec les enzymes pancréatiques et des antibiotiques inhalés. Nous passons tout de même d'une espérance de vie de 5 ans en 1965 à plus de 50 ans à l'heure actuelle en Europe, et ces chiffres sont en train d'être vus en fonction des nouveaux traitements actuellement disponibles. J'attire votre attention encore une fois de plus que le premier modulateur était disponible en 2010, mais que le grand public et la révolution thérapeutique est arrivée en 2021 avec une triple combinaison de modulateurs du CFTR que nous décrirons dans la diapositive précédente. Encore une fois de plus, il y a un message à retenir, c'est que ces avancées thérapeutiques sont majeures, améliorent le pronostic des patients, et qu'en 2023, dans les données du registre, 11% des patients avaient une greffe avec une prédominance de greffe pulmonaire, et que ces 11% des patients représentaient 70% des décès. Donc vraiment, on a une population minoritaire qui représente un pronostic bien différent de tout le reste de la population. Il faut concentrer une partie des efforts sur ces patients. Alors, quelle est l'action? Comment fonctionnent les modulateurs de la protéine CFTR? Globalement, quand on est atteint de mucoviscidose, on a une dysfonction de la protéine CFTR parce qu'on peut avoir moins de protéines, c'est-à-dire qu'au niveau de la membrane apicale ici, on a moins de protéines. Donc, moins de protéines se traduit par une altération des flux et une altération de l'hydratation de la campagne muqueuse. Mais également, on peut avoir des protéines, mais malgré tout, ces protéines sont mutées par définition, et donc la probabilité d'ouverture du canal, de fonctionnement du canal, est altérée. Les modulateurs du CFTR se décomposent en deux. Il y a une première classe qu'on appelle les correcteurs, auquel cas font partie le tezacaftor, les lexacaftor, le lumacaftor et le vanzacaftor. Et ces correcteurs sont des petites molécules qui viennent se conformer et se greffer sur la protéine CFTR en cours de formation au niveau du réticulum endoplasmique, vont stabiliser la protéine, qui fera que cette protéine ne sera pas systématiquement dégradée et pourra poursuivre sa maturation à travers la Golgi et être exprimée au niveau de la membrane apicale des cellules. Donc les correcteurs du CFTR permettent d'augmenter le nombre et la quantité de protéines CFTR au niveau du pôle apical des cellules. Et ça, c'est extrêmement important puisqu'il y a différentes classes de mutations que je ne détaillerai pas, mais les mutations de classe 1, qui sont les plus sévères, correspondent à une absence de production de protéines. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un codon stop, il peut y avoir des problèmes d'épissage, mais les mutations de classe 1 ne produiront pas de protéines. Et donc, du coup, un patient qui est homozygote pour 2 mutations de classe 1 ne répondra pas au correcteur parce qu'il n'y a pas de substrat protéique. Et une fois qu'on a compris ça, on voit déjà d'emblée que certains patients ne pourront pas et ne répondront pas uniquement aux modulateurs du CFTR. Le deuxième classe de modulateurs du CFTR, c'est les potentiateurs. Le premier, développé en 2011, qui est un potentiateur. C'est-à-dire que cette petite molécule vient se fixer sur la protéine, à la membrane, et va améliorer la probabilité d'ouverture du canal. Donc, la nouvelle triple thérapie dont on a entendu parler récemment est une association de 2 correcteurs et d'un potentiateur. Donc, son effet est d'augmenter la quantité de protéines à la membrane et d'augmenter la probabilité d'ouverture des canaux à la membrane. Et donc, on arrive à cette révolution qui était apparue dans le New York Times et dans le monde, un certain nombre d'articles assez dithyrambiques, ce qui nous a valu un tweet de notre ministre de la Santé de l'époque, que j'ai mis ici essentiellement pour remercier les associations Vaincre la mucoviscidose et Grégory Le Marchal qui, en association avec les professionnels, ont réussi à faire adhérer et à avancer l'obtention de l'AMM, ce qui a probablement sauvé un certain nombre de patients. Pour le reste de la présentation, donc le Kaftrio Kalydeco, qui sont les noms commerciaux utilisés, en tout cas le Kaftrio qui est le nom le plus régulièrement utilisé, donc c'est une association de 2 modulateurs, le tezacaftor et le divacaftor qui sont des potentiateurs, et l'ivacaftor qui est un potentiateur, et le lexacaftor qui sont des modulateurs. Et donc du coup, pour le reste de la présentation, afin de ne pas faire d'erreur comme je viens de le faire à l'heure actuelle, je parlerai d'ETI. Alors, des études pharmaceutiques, il y en a eu alors, pour comprendre vraiment la révolution de ces traitements, avant d'aller trop vite, il faut distinguer 2 grands points qui sont extrêmement importants à mon sens. Le premier, et qui est le plus évident, c'est le bénéfice clinique et fonctionnel. Effectivement, c'est des traitements qui fonctionnent très bien, mais qui fonctionnaient déjà très bien en 2012 et 2011 et dont on n'a pas forcément beaucoup entendu parler. Et également, le deuxième point extrêmement important, c'est quel pourcentage
de la population est éligible à ce traitement-là. C'est bien d'avoir un traitement très efficace, mais c'est mieux s'il bénéficie au plus grand nombre. Et donc, du coup, il y a eu un certain nombre d'études. Je vous ai choisi de vous présenter l'étude de Middleton, de New England, en 2019. Pourquoi? Puisque, du coup, c'était une étude qui s'était associée aux patients donc, qui sont porteurs d'une mutation delta S508. Donc, ils avaient une mutation dont on pensait qu'elle pouvait répondre au modulateur, associée à une deuxième mutation qui était minimal function. Donc, c'est une deuxième mutation pour laquelle il n'y avait pas de production de protéines. Et la question sous-tendue par cet article-là, c'est est-ce que si on a au moins une mutation qui répond au traitement, est-ce qu'on a une réponse clinique? Donc, du coup, c'est un peu cette étude qui fait foi pour l'efficacité du traitement, parce que est-ce qu'au moins une mutation qui répond permet une amélioration clinique? Population randomisée contre placebo, plus de 12 ans, 400 patients, une grosse étude. Et sans surprise, puisque vous en avez entendu parler, les choses sont assez spectaculaires. Ici, c'est un des marqueurs pronostiques majeurs chez nos patients. C'est ce qu'on appelle le VMS ou le FEV1 en anglais. C'est un paramètre spirométrique et c'est le marqueur pronostic majeur dans notre pathologie qui permet de définir en cas de déclin le pronostic des patients et également l'indication pour une référence à un centre de transplantation. Vous voyez en gris ici le groupe placebo, où on voit un petit déclin de la fonction respiratoire, ce qui est attendu chez nos patients. Et on voit que dans le groupe traité, en bleu, de manière extrêmement précoce, dès 15 jours et jusqu'à 4 semaines, un gain très significatif de la fonction respiratoire avec une amélioration de 13% du VMS. Et cette amélioration reste durable dans le temps jusqu'à la semaine 24. Autre point extrêmement important, c'est qu'on observe une réduction de 63% du nombre d'exacerbations respiratoires annuelles prédites, et donc du coup, ce qui se traduit pour le patient par un confort notable en évitant des cures d'antibiothérapie qui sont extrêmement morbides. De façon extrêmement intéressante aussi, donc on a une altération du canal CFTR avec un test de la sueur qui est positif, un traitement qui est pris de façon systémique, et donc du coup, on observe, comme attendu, une diminution du chlore sudoral chez les patients traités en bleu, avec une réduction moyenne de 41 points de chlore sudoral. Ce qui constitue une avancée majeure, et on a un certain nombre de patients, notamment en pédiatrie, qui normalisent leur test de la sueur, c'est-à-dire que si on fait un test de la sueur sous modulateur, eh bien, on a un test de la sueur qui est normal, donc un critère diagnostique qui n'est plus présent. Mais à mon sens, la donnée la plus importante est celle-ci, c'est l'amélioration de la qualité de vie des patients. On a un score de qualité de vie, le score le CFQR, qui est un score qui va de 0, qui est une altération majeure de la qualité de vie, à un score de 100, qui est une qualité de vie considérée comme normale, et la différence cliniquement significative est de l'ordre de 4 points. Et ce que l'on observe là, chez les patients, ce qu'ils décrivent très bien, c'est qu'à 4 semaines, on a une amélioration déjà de 20 points, ce qui correspond à 5 fois la différence cliniquement significative, donc ce qui est une amélioration majeure de leur qualité de vie. D'autres études pharmaceutiques ont été développées, je ne les détaillerai pas ici, donc ça c'est l'étude dont je vous ai parlé, contre placebo, puis ensuite il y a les patients homozygotes pour la mutation delta S508 qui bénéficiaient déjà d'autres modulateurs mais moins efficaces, et un autre groupe de patients qui bénéficiaient d'autres modulateurs du CFTR et qui avaient deux mutations associées qui étaient moins sévères, mais quelle que soit la population atteinte de mucoviscidose et éligible dans ces études, on avait systématiquement une amélioration de la qualité de vie, une réduction des exacerbations respiratoires, une amélioration de la fonction respiratoire et une réduction du chlore sudoral. Sur la base de ces études, l'AMM a été obtenue en juillet 2021 avec alors pas tout à fait pour 2021 pour l'âge, mais globalement, à l'heure actuelle, l'AMM, c'est patients atteints de mucoviscidose avec au moins une mutation F508del peut être éligible à un traitement par Kaftrio-Kalydeco. Alors, c'est les études. Est-ce qu'en vraie vie, on a un bénéfice sur l'atteinte respiratoire et on a un bénéfice qui n'avait pas été évalué sur des études pharmaceutiques en termes d'atteinte extra-thoracique? Eh bien, une façon indirecte de répondre à la question, c'est de regarder chez les patients candidats à la transplantation pulmonaire s'il y a une amélioration de leur pronostic. Et ici, c'est une étude menée en 2020 donc, chez les patients en ATU, 65 patients qui étaient considérés comme pour 25% sur liste de transplantation pulmonaire ou qui allaient être inscrits dans les 3 mois sur liste de transplantation pulmonaire. Et vous voyez
que très rapidement, dès M1, 77% des patients n'étaient plus considérés comme ayant les critères pour une transplantation pulmonaire. Et quand on s'intéresse à M12, on voit que 96% des patients n'étaient plus considérés comme relevant d'une transplantation pulmonaire. Donc c'est une avancée majeure. Dans cette cohorte, il y a uniquement 2 patients qui ont été greffés dans les 2 premières semaines du traitement. Alors, est-ce que quand on a une altération fonctionnelle respiratoire avec un VMS moyen dans cette population de 25%, on a quand même une amélioration de la fonction respiratoire, ou alors est-ce que les mutilations bronchiques sont trop élevées pour avoir un gain? Eh bien, la réponse parle d'elle-même, puisque vous voyez que dans cette population extrêmement sévère, on a un M1, 13% d'amélioration du VMS qui se maintient à M12 avec une amélioration de 16% du VMS. On a également une amélioration nutritionnelle. Dans cette population qui était globalement dénutrie, on a un gain de 7 kg en moyenne à 12 mois. Et surtout, chez ces patients les plus sévères, on a une diminution de 86% du nombre de jours d'antibiothérapie intraveineuse chez ces patients-là, ce qui est un gain significatif de qualité de vie. Et finalement, il a été montré que l'arrivée de ces traitements a permis une régression de l'indication de transplantation pulmonaire pour mucoviscidose en France. Ici, vous avez le nombre de greffes tout organe, le nombre de greffes pulmonaires, quelle que soit l'indication, par tous les 3 mois. Et vous voyez que l'arrivée du Covid en 2020 a été associée ici au cours du premier lockdown à une diminution quasi-arrêt des transplantations qui a progressivement repris. Et quand on regarde spécifiquement par indication, en hachuré en haut, c'est toutes les indications hors mucoviscidose, et on voit que l'activité de transplantation pulmonaire a repris à partir du deuxième trimestre 2020, ce qui n'est pas le cas pour l'arrivée dans les indications de mucoviscidose, avec une diminution du nombre de transplantations au cours du temps à partir de l'arrivée de Kaftrio en ATU à partir de 2020. Donc, ces traitements-là ont permis de réduire le nombre de transplantations pulmonaires. En 2023, il y a eu 12 patients greffés, dont 8 greffes pulmonaires chez des patients principalement non éligibles aux modulateurs du CFTR. Et en termes de nombre absolu, on est à 10% du nombre total de greffes pour mucoviscidose dans la période pré-Kaftrio-Quelideco. Alors, est-ce qu'on a un impact chez les patients les plus sévères avec des traitements respiratoires lourds? La même cohorte de patients sévères de l'ATU a été étudiée, 245 patients avec un VMS moyen à 29%, et de façon assez émouvante, je dirais. À l'initiation, 43% des patients étaient sous oxygénothérapie au long cours, et l'administration de Kaftrio-Quelideco, c'est-à-dire la prise de 3 comprimés par jour, a permis de réduire à 23% le nombre de patients avec oxygénothérapie à 3 mois. Les résultats sont un peu moins spectaculaires, mais on a également une réduction significative du nombre de patients ayant recours à une ventilation non invasive et ayant nécessité de recours d'une nutrition entérale. Et donc, du coup, ces résultats sont associés à l'heure actuelle à une globale diminution de la charge thérapeutique chez les patients encore un peu plus éligibles. Alors, quel est le bénéfice sur les atteintes extra-respiratoires? Une revue qui date de 2023, et vous voyez que les différentes atteintes d'organes représentées en vert ont un bénéfice retrouvé et évident. En orange, on n'est pas sûr, et en rouge, probablement pas, et même le probablement pas est encore discutable, puisqu'il y a quelques papiers récents qui remontent que peut-être chez les enfants avant le stade fibrose, on a une amélioration de la fibrose et des paramètres de fibrose des échographies. Donc, l'état nutritionnel, rapidement, eh bien, il s'améliore. Dans cette cohorte, on a un gain estimé de 4 kg à 12 mois de suivi post-initiation. Et plus que les résultats en valeur de chiffres, ce qu'il faut bien regarder, c'est que dans la population ici, avant le traitement, on avait des patients qui étaient dénutris. On voit que cette proportion de patients est réduite. Et on voit aussi apparaître chez les patients sous traitement à un an une augmentation du nombre de patients en surpoids et du nombre de patients obèses. Et cette étude, bien que petite, confirme les résultats ultérieurs obtenus. On a également un bénéfice de l'atteinte au niveau de l'atteinte ORL dans cette petite étude de Peterson. On avait une évaluation pré- et post-initiation du traitement avec un SNOT-22, qui est un score de symptômes. Plus le score est élevé, plus les gens sont symptomatiques, et qu'on voit qu'en termes de à 480 jours post-traitement, on a une diminution des scores de symptômes qui est significative.
S'il fallait se convaincre, on a les endoscopies pré et post post-Kaftrio, où on voit une diminution de l'inflammation de la muqueuse, une diminution du nombre de sécrétions qui est associée à cette amélioration de score de symptômes. Ces bénéfices sur l'atteinte extra-respiratoire ne sont pas dépendants donc, de l'atteinte pulmonaire, et donc on peut observer, dans certains cas, dans certaines études, une amélioration de l'état nutritionnel et de l'atteinte ORL chez les patients ayant bénéficié d'une transplantation pulmonaire. Une des points de révolution en termes de suivi et de démographie de la population, c'est la survenue de nombreuses grossesses sous modulateur du CFTR. Il y a une restauration de la fertilité chez les femmes atteintes de mucoviscidose sous modulateur du CFTR et également une amélioration globale de la qualité de vie et une diminution des soins qui rendent le projet de parentalité possible. On considère dans une étude donc, qui est sur 10 ans, mais que plus de 40% des grossesses chez les patientes atteintes de mucoviscidose sont non programmées, et cette non-programmation de la grossesse est associée à à plus de complications au cours de la grossesse et après la grossesse. Ici, c'est les cohortes du registre américaine. Vous voyez le pronostic des patients qui s'améliorent en les histogrammes bleus, et vous voyez également le nombre de grossesses qui ne fait qu'augmenter entre 2016 et 2021, et il faudra me croire, mais les chiffres de 2023 doivent probablement être encore un peu au-dessus. Cette tendance est confirmée sur les données du registre français, où on voit le nombre de grossesses et le nombre de grossesses ayant abouti à naissance qui est augmenté. Le recueil des grossesses n'était pas fini pour 2023, ce qui explique ce chiffre un peu plus bas, mais clairement, on a une augmentation et des projets de parentalité qui se multiplient chez les patients atteintes de mucoviscidose. Cette amélioration a également été associée à des case reports. Alors, en préambule, avant de présenter le cas, je rappellerai que l'initiation de traitement chez une femme enceinte nécessite systématiquement d'évaluer le rapport bénéfice-risque. Mais dans ce cas-là, on a une femme qui était porteuse hétérozygote d'une mutation delta S508, c'est-à-dire que la mère n'était pas atteinte de mucoviscidose, et que dans un contexte familial d'antécédents, une amyosynthèse avait été réalisée à la 17e semaine d'aménorrhée, où le fœtus, donc l'enfant à naître, était atteint de mucoviscidose avec 2 mutations delta F508. Au cours du suivi obstétrical, à 23 semaines d'aménorrhée, un signe d'appel échographique avait été mis en évidence avec un diagnostic d'ileus méconial réalisé sur l'échographie avec une dilatation ici intestinale. Et la patiente avait sollicité l'équipe du CRCM, c'était aux États-Unis, et une décision collégiale d'initier un traitement par Kaftrio-Kalydeco chez la mère non atteinte pour traiter le fœtus a été réalisée, et il a été observé, après 17 jours de traitement, une normalisation des anomalies échographiques. Si jamais vous avez des questions par rapport à ces traitements in utero, je laisserai le soin au docteur Vizla de répondre aux questions. Il y a actuellement des patientes qui ont bénéficié de cette approche thérapeutique en France. Et donc, un point aussi, c'est que l'arrivée de ces traitements modulateurs qui sont extrêmement efficaces et bénéfiques engendre tout un tas de modifications de nos pratiques. Et donc, chez les patientes qui prennent du Kaftrio pendant la grossesse, on a un risque de dépistage néonatal des enfants et un risque de faux négatif. Donc, il faut savoir, dans certains cas, réaliser une analyse génétique pour les enfants ou alors une analyse génétique en préconceptionnel. Récemment, en 2024, dans une équipe suédoise, une mère atteinte de mucoviscidose a souhaité avoir des enfants dans un contexte de parentalité. C'est une patiente qui, avant l'arrivée du Kaftrio-Kalydeco, était sévère, un VMS pré-Kaftrio à 24%, et qui reste quand même sévère à 45% sous Kaftrio. Donc, c'est typiquement le genre de patiente qui voit son projet de grossesse devenir réalisable sous modulateur avec une fonction respiratoire améliorée. Et chez cette patiente, elle a eu 2 grossesses successives ayant donné naissance à 2 enfants atteints de mucoviscidose. Et le deuxième enfant né est exposé in utero au Kaftrio-Kalydeco, après a bénéficié d'une échographie testiculaire à 2 semaines et à 3 mois, et été mis en évidence. C'est cet enfant-là atteint de mucoviscidose qui normalement aurait dû présenter une atrésie des canaux déférents, de la présence de canaux déférents d'aspect normal échographiquement.
La question est de savoir est-ce que maintenant que l'enfant n'est plus exposé, ils vont involuer vers une atrésie. C'est la question qui se pose et c'est une question dont le suivi nous assurera la réponse. Et c'est assez surprenant de voir ces changements chez les enfants. Alors, le deuxième point, on a vu, et là j'espère vous avoir convaincu que le bénéfice clinique individuel est majeur, mais pas systématique, et la question se pose du nombre de populations éligibles à ces traitements révolutionnaires. Cette étude a été publiée en 2022 et on a donc à travers le monde plus de 100 000 patients donc, diagnostiqués atteints de mucoviscidose et on considère que cela ne correspond qu'à 65% des patients, de tous les patients estimés comme étant atteints de mucoviscidose. Donc on voit déjà qu'il y a à travers le monde un défaut de diagnostic. Et quand on s'intéresse au nombre de patients traités par modulateur du CFTR, eh bien, de haute efficacité, on voit qu'on n'a que 12 patients. Et quand on a vu le pronostic et l'amélioration du pronostic des patients sous ce traitement, il est extrêmement important d'essayer de mieux diagnostiquer les patients et de traiter le plus possible de patients. Mais ces considérations sont dépendantes essentiellement du système de santé national pour le recours et le diagnostic, via le diagnostic néonatal, via l'amélioration des critères diagnostiques. Et l'accès à un traitement onéreux n'est pas nécessairement possible dans tous les pays, mais ceci pose des questions éthiques majeures que je ne discuterai pas ultérieurement, mais qu'il fallait évoquer. Ensuite, se pose la question, donc, dans les patients qui sont diagnostiqués et qui pourraient avoir accès au traitement, quid des mutations non répondeuses? La recherche continue et il y aura un topo après pour ça, mais il y a un certain nombre de mutations rares qui n'ont pas bénéficié et dont on pense qu'éventuellement elles pourraient bénéficier d'un traitement par Castrio-Calideco. Une fois qu'on se rappelle le fonctionnement, eh bien on se dit qu'à partir du moment où il y a une production d'une protéine, quelle que soit la mutation, il pourrait y avoir une réponse clinique, mais il ne pourra pas y avoir d'études pharmaceutiques pour toutes les mutations compte tenu de la rareté de ces mutations. Donc il est nécessaire de penser différemment l'accès et tester ces traitements chez les patients. Une autre façon de mettre en évidence cette problématique, c'est de reprendre la population totale ici des patients atteints de mucoviscidose et de remettre en perspective. Je vous ai dit, 2011, premier des modulateurs du CFTR qui est disponible pour les mutations G151D, puis 97 mutations éligibles. Et chez ces patients-là, sous ce traitement-là, on a un gain de 10% de la fonction respiratoire, une amélioration de quasiment 4 ou 5 points de poids et une réduction majeure. On a quasiment une réponse qui est identique à celle qu'on observe chez les patients sous Castrio-Calideco, mais elle ne considère que 4 à 5% des patients. Et donc, du coup, là, on est typiquement devant une révolution thérapeutique à ce moment-là, mais qui ne touche que 4 à 5% des patients. On a ensuite des modulateurs du CFTR qui sont l'Umacaftor et Ivacaftor, Lorcambi, qui étaient pour les patients d'HLA-C138 homozygotes. Aux États-Unis, c'est 45% des patients, mais la réponse clinique est moins spectaculaire, avec un gain de VMS de l'ordre de 4%. Et là, on arrive avec notre triple combinaison à partir de 2019 aux États-Unis et on couvre 85% de la population aux États-Unis et environ 80% des patients en France. Mais on voit qu'il reste 20% des patients en France dont on ne sait pas s'ils seront répondeurs ou non et s'ils pourraient avoir un bénéfice ou pas. Et en l'état, on n'avait pas la réponse. Et donc, cette constatation-là a amené au programme d'accès compassionnel au Castrio-Calideco en France qui a permis de traiter un certain nombre de patients et dont on va discuter actuellement. Donc, pour revoir les indications du traitement par Castrio-Calideco, mucoviscidose, plus de 2 ans, au moins une mutation, on est éligible et on est traité. Aux États-Unis, on a l'AMM, que je dirais française, mais qui est l'AMM du produit par les études, mais également, on a la possibilité de traiter 177 mutations identifiées comme répondeuses sur la base de cellules transfectées par un variant, et on expose cette cellule traitée par un variant et on observe la réponse. Et sur la base de cette réponse cellulaire, on considère comme les mutations comme répondeuses ou non. La FDA a validé cette approche, l'EMA en Europe n'a pas validé cette approche. Donc en France, on était bloqué avec le HLA-508 et donc l'accès compassionnel français, il y avait une demande qui était faite de façon centralisée et après validation de la demande sur essentiellement la qualité du recueil des données et notamment des mutations, quelles que soient les mutations, on pouvait débuter un traitement par Castrio-Calideco qui allait être réévalué, qui est réévalué à 4 à 6 semaines avec une évaluation relativement simple, clinique. Est-ce que le patient prend du poids? Est-ce qu'on améliore les symptômes respiratoires? Spirométrique, est-ce que la fonction respiratoire s'améliore? Et du test de la sueur, est-ce que j'ai une diminution de mon test de la sueur? L'ensemble des résultats a été envoyé par un comité d'adjudication centralisé qui répondait poursuite du traitement ou arrêt du traitement.
Et donc cette approche a permis de traiter de façon systématique l'ensemble des patients éligibles. Et donc du coup, la population cible en France, c'était tous ceux qui n'étaient pas éligibles au traitement par Kaftrio-Kalydeco via l'AMM. Et une étude a été publiée dans le Lancet en 2024, entre mai 2022 et mars 2024. 516 patients ont été identifiés. Un certain nombre n'ont pas été inclus, puisque du coup, leurs mutations ont été considérées après avoir été essayées sur des patients comme non répondeuses. Et dans cette population, 443 patients étaient naïfs de modulateurs chez ces patients. Donc, on avait 83 patients qui avaient une mutation FBA, c'est-à-dire une mutation dont on savait que sur la base des données cellulaires, elle répondait, ce qui s'est confirmé chez 98% des patients, avec une réduction significative du chlorure oral et une amélioration de la fonction respiratoire. À noter, 2 variants identifiés comme répondeurs sur la base des cellules étaient identifiés cliniquement comme non répondeurs chez les patients, ce qui interroge de temps en temps sur la fiabilité du modèle. Mais surtout plus important, il y avait 360 patients qui avaient des mutations non éligibles, c'est-à-dire qu'ils n'auraient pas été traités sur la base de ces données-là. Et donc, du coup, on avait 49% de répondeurs. Donc, on a identifié des variants qui ont été classés comme répondeurs ou probablement répondeurs, et des variants qui n'ont été identifiés comme non répondeurs. Donc, en France, il faut considérer que plus de la moitié des patients sans delta F508, les patients sont considérés comme répondeurs à l'ETI. Alors, en pratique clinique, là, vous avez une patiente qui est hospitalisée pour exacerbation, avec un scanner très altéré, et après avoir débuté le traitement, on a une amélioration avec une purge bronchique sur 12 heures, et une amélioration significative de la fonction respiratoire, parce qu'une patiente qui passe de 35% de VMS à 65% de VMS à 6 mois sans exacerbation. Un autre patient, avec son scanner, on voit des altérations majeures au niveau respiratoire qui se normalisent quelques mois après. Alors, il persiste des dilatations de bronches, mais on voit bien que les impactions, le comblement et l'épaississement des parois bronchiques ont complètement régressé. On voit qu'on a, chez ce patient-là, qui a une fonction respiratoire sévère au début du traitement, une altération progressive de la fonction respiratoire avec des exacerbations qui ne récupèrent pas complètement le VMS. Et on voit ici une amélioration significative du VMS post-Kaftrio-Kalydeco. Alors, la prise de modulateurs de CFTR au quotidien, il y a un certain nombre de médecins dans l'assistance, donc vous allez être amené à prendre en charge des patients sous Kaftrio-Kalydeco. Eh bien, le traitement, c'est 2 comprimés le matin qui se prennent entre 8 et 10 grammes de graisse, avec un comprimé le soir, 8 à 10 grammes de graisse au cours du repas, et ça permet d'optimiser la prise du traitement. Je ne détaillerai pas non plus cette diapositive, mais il faut savoir qu'il existe des interactions médicamenteuses avec le Kaftrio-Kalydeco et qu'il faut s'interroger sur les potentielles interactions quand on prescrit un traitement chez un patient atteint de mucoviscidose sous Kaftrio-Kalydeco. Alors, est-ce que c'est un traitement miracle comme ça a été écrit partout? Non, c'est un traitement très efficace, mais ce n'est pas un traitement miraculeux. Ici, on a une publication d'un certain nombre de cas. On voit une femme de 32 ans qui a un VMS à 77% à l'avant du traitement. On débute le traitement par Kaftrio, on voit une amélioration de la fonction respiratoire, et cette patiente développe un rash cutané avec une hyperéosinophilie qui apparaît progressivement, pour lequel on arrête le Kaftrio-Kalydeco, et cet arrêt du traitement par Kaftrio-Kalydeco est associé à une diminution de la fonction respiratoire, et les différentes reprises thérapeutiques derrière n'ont pas permis de reprendre la fonction respiratoire ultérieurement. Ce n'est pas le cas de tous les arrêts de traitement, mais il faut noter que l'arrêt du traitement est associé à un retour à l'état antérieur. Donc, c'est un traitement qui est un effet qui est suspensif. On a un certain nombre d'effets indésirables, des cytolyses hépatiques, des rash cutanés, des troubles du sommeil, dont on pourra discuter ultérieurement. Donc, en conclusion, le Kaftrio-Kalydeco est une avancée thérapeutique majeure chez les patients éligibles avec l'amélioration de tous les points qu'on a vus ultérieurement. Ça change de façon majeure le pronostic de vie des patients avec un projet de parentalité, de retour à l'emploi et de projection vers l'avenir. Mais des défis demeurent. On a évoqué plus tôt les patients non éligibles à ces modulateurs de classe 1. Il faut développer d'autres thérapeutiques qui sont les patients les plus sévères et les patients atteints qui sont greffés pulmonaires pour qui le pronostic est lié au greffon pulmonaire. Donc, il y a vraiment cette population de plus sévère de patients chez qui il faut continuer l'accompagnement et optimiser les thérapeutiques. Quid de l'évolution à long terme des traitements sous modulateurs? Et donc, du coup, dans les perspectives, il faudra donc bien sûr poursuivre le partenariat avec les acteurs associatifs, institutionnels et pharmaceutiques pour combler les manques et répondre aux nouveaux enjeux des patients atteints de mucoviscidose. Et quid du traitement modulateur du CFTR dans d'autres indications, hormis la mucoviscidose, il y a des projets en cours. Merci.
Merci Camille donc, pour cette présentation et cette belle mise en perspective de la révolution présentée par ces traitements qui a vraiment changé la vie des patients. Effectivement, comme tu l'as dit, tous ne sont pas éligibles aux modulateurs. Certains doivent l'arrêter en raison des effets secondaires. Potentiellement, cette proportion qui vont l'arrêter pourrait augmenter puisqu'on a encore peu de données sur la tolérance au long cours. Et comme tu l'as dit, c'est un effet suspensif. Donc, quand on le débute, pour l'instant, l'idée, c'est qu'il le porte le plus longtemps, voire toute la vie. Est-ce qu'ils pourront le tolérer aussi longtemps? Ce n'est pas certain. Et donc, il ne faut pas relâcher les efforts pour trouver de nouvelles thérapeutiques. Et donc, c'est ce que va nous présenter Fabrice Lejeune, des perspectives de recherche et d'approche thérapeutique chez ces patients. Fabrice Lejeune, qui est donc chercheur INSERM avec l'équipe Canter à Oncolil. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Oui, je vais donc vous présenter les nouvelles approches thérapeutiques dans la mucoviscidose en dehors des modulateurs CFTR. Donc, il s'agit bien d'approches thérapeutiques et pas de traitement. Mes conflits d'intérêts. Donc, je suis inventeur sur un brevet qui concerne la 2,6-diaminopurine, dont je reparlerai un peu plus tard, et aussi cofondateur de GeneV Therapeutics. Donc, comme vous le savez, comme ça a été indiqué dans le premier topo, il y a plus de 2000 mutations qui touchent le gène CFTR, et ces mutations ont été catégorisées en 6 classes. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que 5 de ces classes, les classes 2 à 6, regroupent toutes les mutations qui vont conduire à une expression de la protéine CFTR, mais à un canal qui va être sous-exprimé ou peu fonctionnel. Par contre, une classe dont on a un petit peu parlé, c'est la classe 1, qui regroupe toutes les mutations qui conduisent à l'absence d'expression de la protéine CFTR. Alors, quelles sont ces mutations? On trouve donc des mutations qui vont impacter la transcription du gène, des défauts d'épissage ou des mutations dites de décalage du cadre de lecture et les mutations non-sens. Pour ces 3 dernières types de mutations, on va avoir en fait l'introduction d'un codon stop prématuré qui va activer un mécanisme de dégradation des ARN messagers dont on parlera un peu plus tard, qui est appelé NMD pour Nonsense Mediated mRNA Liquid. À l'heure actuelle, pour ces mutations de classe 1, il n'existe aucun traitement curatif. Alors, quelles sont les approches plutôt générales pour corriger des mutations dans le gène CFTR? Vous avez certainement entendu parler de la thérapie génique. Très simplement, comment on développe une thérapie génique? Eh bien, on utilise des particules virales ou des nanoparticules lipidiques, lipoplex ou polyplex, et on enferme à l'intérieur une molécule d'ADN qui va coder pour le gène CFTR. Cette particule va fusionner avec les membranes cellulaires et verser l'acide nucléique qui va pouvoir s'intégrer dans le génome de la cellule hôte. Et ensuite, donc, exprimer le gène qu'on vient d'introduire et donc produire la protéine CFTR. Bien sûr, ce type d'approche a des limites. La principale, c'est le lieu d'intégration de cet acide nucléique qui va pouvoir éventuellement interférer avec l'expression d'un autre gène, mais aussi le problème du ciblage de ces particules, soit vers un tissu particulier, soit au contraire vers toutes les cellules d'un organisme. Néanmoins, cette approche est déjà en évaluation de phase clinique. Je vous présente juste un article qui indique donc une phase clinique 2B et pour laquelle l'utilisation de nanoparticules lipidiques montre une amélioration de la capacité respiratoire après nébulisation de ces particules lipidiques. Une approche qui est assez liée à la thérapie génique, c'est la thérapie par ARN messager. Là encore, on utilise une particule virale ou une nanoparticule lipidique, et au lieu d'enfermer une molécule d'ADN, eh bien, on va simplement enfermer
une molécule d'ARN messager qui code pour le gène CFTR. L'avantage, c'est qu'il n'y aura pas d'intégration de la molécule d'acide nucléique dans le génome de la cellule hôte et on a immédiatement traduction de l'ARN messager en protéine qui va pouvoir être exprimée et donc localisée à la membrane cellulaire. Là encore, on a un certain nombre de limitations et la principale, comme pour la thérapie génique, c'est le ciblage de ces nanoparticules vers un tissu ou au contraire vers toutes les cellules d'un organisme. Je vous rappelle que dans le cadre de la mucoviscidose, c'est une pathologie qui touche plusieurs organes et en particulier tout le tractus digestif et l'appareil respiratoire. Là encore, des essais cliniques sont en cours avec cette approche. Donc ici, un article qui présente un essai clinique de phase 1 à 2 et pour lequel on montre un effet dose qui améliore les capacités respiratoires suite à une seule exposition. On voit ici la limitation de cette approche puisqu'en multidose ascendante, les résultats sont beaucoup plus confus. Une approche encore très théorique, c'est l'édition du génome qui peut se faire de deux manières différentes. Donc, on a une séquence avec une mutation ponctuelle, ici représentée en rouge, cette paire de bases. En utilisant le système CRISPR-Cas9, on va induire une coupure double brun de cette molécule d'ADN et en introduisant une molécule d'ADN qui contient la séquence sauvage, on obtiendra une recombinaison homologue qui va rapporter la séquence originale, la séquence sauvage. La deuxième approche d'édition du génome, c'est ce qu'on appelle l'édition par base. On utilise donc un base editor qui, cette fois-ci, ne va pas couper la molécule d'ADN, mais retirer une base pour la remplacer par une autre. Et donc, on peut remplacer par la base qui était présente dans la séquence sauvage. Cette approche aussi a de nombreuses limitations. La première, c'est la spécificité qui doit être absolue sur la séquence qu'on veut modifier et pas ailleurs dans le génome. Et la seconde limitation, c'est l'introduction de toute cette machinerie d'édition du génome dans les cellules qu'on veut cibler. Néanmoins, pour certaines pathologies, autres que la mucoviscidose, cette approche a été approuvée et est actuellement sur le marché, notamment pour des traitements de maladies liées à l'œil. Au niveau cellulaire, cette approche fonctionne très bien, surtout que la machinerie d'édition du génome est en constante évolution, avec des Cas9 qui évoluent, qui deviennent nicases ou qui permettent une plus grande spécificité. Mais là, vous voyez donc qu'on a été capable de restaurer la fonction du canal CFTR dans des cellules qui ne produisaient pas d'activité du canal CFTR, donc cette courbe en rouge, et en vert, après édition du génome, on voit un retour de l'activité du canal CFTR. Ici sont présentées des mutations pour lesquelles l'édition du génome a réussi, donc que ce soit des mutations non-sens, la mutation R553X ou W1282X, mais aussi des mutations de type défaut d'épistage dont on reparlera tout à l'heure. Donc, parlant des défauts d'épistage, les approches qu'on peut utiliser, c'est l'utilisation d'oligonucléotides anti-sens. Donc, je vous prends un cas très simple d'un ARN prémessager qui possède un exon avec une mutation. Eh bien, on peut retirer cette mutation en utilisant la stratégie d'oligonucléotide anti-sens qui va venir masquer le site d'épissage en amont de l'exon qui possède la mutation et on obtient ce qu'on appelle un saut d'exon et donc un ARN messager qui, cette fois-ci, ne portera plus la mutation qui était présente au départ. Bien entendu, cette approche, elle aussi, a des limitations. Il faut que
l'exon soit un multiple de 3 nucléotides, de manière à retrouver le cadre de lecture. Donc, tous les exons ne sont pas éligibles à cette approche. Et la seconde limitation, c'est que la protéine tronquée obtenue doit être fonctionnelle. Néanmoins, pour un certain nombre de mutations, notamment dans la mucoviscidose, cette approche devient extrêmement intéressante quand il s'agit de mutations qui touchent les séquences introniques. Je vous présente ce cas d'une mutation 3849 plus 10KB CVRT qui touche l'intron 22. Donc, vous voyez, dans un contexte non pathologique, cet ARN prémessager va être épicé entre l'exon 22 et l'exon 23. Mais suite à une mutation d'une cytosine dans la séquence intronique, en une uracile, on va avoir création d'un site 5' d'épissage. Donc, la machinerie d'épissage, le spliceosome, va relier ce site 5' d'épissage à ce site 3' d'épissage au niveau de l'exon 23. Et donc, pour lier ce site 5' d'épissage de l'exon 22, va trouver une séquence qu'on appelle cryptique, 3' d'épissage, au niveau de la séquence intronique en amont de la mutation. La conséquence, c'est donc l'incorporation dans l'ARN messager de cette petite séquence intronique qui contient un codon stop prématuré et donc va conduire à la dégradation de cet ARN messager par NMD. Et là, on voit tout de suite l'intérêt de l'approche d'oligonucléotide antisens pour masquer le site 5' d'épissage lié à la mutation et rétablir l'épissage d'origine. Et donc obtenir un ARN messager tout à fait sauvage. Concernant la correction des mutations non-sens, les mutations non-sens sont donc des mutations qui introduisent un codon stop prématuré et qui constituent la principale source de mutations de classe 1. On a 3 approches principales de correction des mutations non-sens. Donc la présence d'un codon stop prématuré, comme je vous l'ai dit, sur un ARN messager, va activer le mécanisme de non-sense mediated mRNA decay et va ainsi dégrader cet ARN messager et empêcher la synthèse d'une protéine tronquée. La première approche qu'on peut développer, c'est l'utilisation d'ARN de transfert suppresseur. Comment ça se passe? L'ARN de transfert est la molécule d'ARN qui va lire les codons et on est capable de modifier la séquence de la boucle anticodon de manière à reconnaître une autre séquence d'acide nucléique et en particulier reconnaître un codon stop. Par exemple, si on prend le cas de cet ARN de transfert qui porte la sérine et qui normalement reconnaît le codon UCA, et on peut modifier en transformant cette guanosine en une uracile cet ARN de transfert de manière à ce qu'il puisse reconnaître cette fois-ci le codon stop UAA. Est-ce que ça fonctionne? En tout cas, au niveau cellulaire, oui. On peut corriger les mutations G542X ou W1282X, comme vous pouvez le voir ici sur ce Western blot, qui analyse les protéines, donc la protéine CFTR. On a bien restauration de l'expression de cette protéine CFTR après utilisation des ARN de transfert. Et non seulement on a réexpression de ce canal CFTR, mais en plus, ce canal CFTR est fonctionnel. Là encore, il existe des limitations. La principale, c'est qu'avec ces ARN de transfert suppresseurs, on donne la capacité à la cellule maintenant de pouvoir décoder un codon stop. Donc, est-ce qu'on va maintenant décoder des codons stop physiologiques qui, normalement, arrêtent la synthèse des protéines de manière naturelle? Donc, on est encore au stade de la recherche pour bien vérifier que ces arrêts de la traduction ont bien lieu. Je vais vous présenter maintenant 2 approches qu'on utilise au laboratoire. La première, c'est l'inhibition du NMD. Donc, comme je vous l'ai dit, le NMD va dégrader les ARN messagers porteurs d'un codon stop prématuré. Et si on utilise
des petites molécules qui inhibent ce mécanisme, on va stabiliser l'ARN messager et conduire à la synthèse d'une protéine tronquée. Dans un certain nombre de cas, cette protéine tronquée peut retenir partiellement ou totalement la fonction de la protéine sauvage. Tout dépend de la position de ce codon stop. Plus ce codon stop se rapprochera du codon stop physiologique, et plus la protéine a de chances d'être fonctionnelle. La deuxième stratégie qu'on utilise au laboratoire, c'est l'activation de la translecture. Alors, qu'est-ce que la translecture? C'est lorsque le ribosome lit un ARN messager et arrive à un codon stop prématuré. Au lieu d'arrêter la traduction à cet endroit, on va le forcer à poursuivre la traduction du cadre de lecture original. Voilà. Pour synthétiser, une protéine de taille complète avec au maximum un acide aminé différent. C'est l'acide aminé qui aurait été introduit au niveau du codon stop prématuré. Une autre façon de regarder la translecture est la suivante. Oui. Le ribosome donc lit l'ARN messager, recrute les ARN de transfert au fur et à mesure et arrive au niveau du codon stop prématuré. Au lieu d'arrêter la traduction à cet endroit, sous l'influence notamment de petites molécules, on va recruter un ARN de transfert chargé par un acide aminé et ainsi produire une protéine de taille complète avec au maximum un acide aminé différent par rapport à la protéine sauvage. À l'heure actuelle, un certain nombre de molécules inhibitrices du NMD ont déjà été identifiées. Par exemple, au laboratoire, on a identifié l'amlexanox, qui est une molécule qui sert pour le traitement des aftes et d'un certain nombre de formes d'asthme. NMDI1 aussi, qui est une molécule spécifique inhibitrice du NMD. Mais d'autres groupes dans le monde ont aussi identifié d'autres molécules, la pathéamine A par exemple, ou la caféine. Toutes ces molécules sont au stade préclinique. Concernant les molécules de translecture, on a deux molécules qui ont atteint les essais cliniques, c'est l'Atalurène et Elox-02, Atalurène développé par PTC Therapeutics et Elox-02 développé par Elox Pharmaceutical. Malheureusement, ces deux molécules ont échoué par manque d'efficacité et je vous montrerai qu'effectivement, ces molécules sont très peu efficaces. Au laboratoire, on a identifié la 2,6-diaminopurine et d'autres groupes dans le monde ont identifié d'autres molécules. Je citerai la translectine, TLN 468, développée par Olivier Namy à Paris. Toutes ces molécules sont, elles, en phase préclinique. Alors, pour revenir un petit peu sur l'histoire de la 2,6-diaminopurine ou DAP, cette molécule a été identifiée par criblage, avec un système de criblage dédié à l'identification de molécules correctrices de mutations non-sens dans les cellules humaines, avec un système tout à fait original. On a identifié donc un extrait, puisqu'on testait 20 000 extraits de champignons, de plantes et de micro-organismes marins. Un seul extrait nous a montré une activité de translecture extrêmement importante, qui est montrée ici, qui mesure en fait une activité luciférase. Plus cette activité luciférase est haute, et plus on a une activité de translecture. Et vous voyez que cet extrait H7 corrige les mutations non-sens UGA bien plus efficacement que la molécule de base qui est un aminoglycoside, la molécule G418. Cet extrait corrige aussi très bien les mutations non-sens UA, mais très peu les mutations UAG ou pas du tout. Le problème avec un extrait, c'est qu'on ne peut pas aller vers des essais cliniques, donc il a fallu identifier les composés actifs de cet extrait grâce à une collaboration avec le Muséum national d'histoire naturelle. On a identifié 3 fractions capables de corriger les mutations non-sens. 2 de ces fractions possédaient la clitocine, une molécule déjà reconnue pour avoir une activité de translecture, et la 2,6-diaminopurine. Vous voyez ici une courbe de dose-réponse entre la DAP et en gris et le G418 en noir. Vous voyez que la DAP est bien plus efficace que le G418. À 100 micromolaires,
on est 170 fois plus efficace que le G418, qui était pourtant connu comme la molécule la plus efficace en translecture. Sur un modèle de mutation non-sens endogène, on a testé cette molécule sur 3 lignées cellulaires porteuses de mutation non-sens dans le gène TP53. Vous voyez que ces cellules n'expriment pas la protéine P53 par une analyse par Western blot dans la colonne où on a traité au DMSO. Les 3 pistes à gauche sont une dilution en série d'un extrait de cellules là qui possède une protéine P53 sauvage. Mais vous voyez que quand on ajoute de la DAP dans le milieu de culture de ces cellules, on voit apparaître d'une manière dose dépendante l'expression de la protéine P53 et de manière plus efficace qu'avec le G418. Mais uniquement sur les mutations UGA et pas sur les mutations UA ou UAG. Afin de vérifier que la restauration de la protéine qu'on induisait par DAP était fonctionnelle, on a utilisé des organoïdes dérivés de cellules de patients atteints de mucoviscidose par un test qui s'appelle le Swelling Assay. Ces travaux ont été faits dans le laboratoire du professeur Jeff Beekman aux Pays-Bas. Le principe est le suivant. Vous avez des organoïdes qui ont été créés à partir de cellules de patients atteints de mucoviscidose et porteurs de mutations non-sens. Ces organoïdes sont rendus fluorescents grâce à une incubation avec de la calcéine et en parallèle, on incube avec la molécule qu'on veut tester pendant 24 heures. Si on exprime le canal CFTR et que ce canal CFTR en plus est fonctionnel, lorsqu'on va ajouter de la forscoline, on va avoir transport d'eau et d'ions dans la lumière centrale de l'organoïde. La conséquence, c'est un grossissement de ces organoïdes et on va pouvoir mesurer cette augmentation de taille des organoïdes. Vous voyez, sur des organoïdes porteurs de la mutation W1282X, sans traitement, ces organoïdes n'évoluent pas de taille. Par contre, après un traitement à la DAP, vous voyez très bien l'augmentation de ces organoïdes avec l'apparition des lumières de ces organoïdes. Cette augmentation peut être quantifiée. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on obtient une dose-réponse avec la DAP, en tout cas sur la mutation W1282X, et aussi qu'on atteint cette ligne en pointillé qui correspond à l'amplitude obtenue avec les modulateurs de CFTR sur la mutation delta F508. Ce qui veut dire qu'on a un test ici pour prédire une efficacité thérapeutique des molécules qu'on teste. Et dans le cadre de la DAP, on atteint cette ligne. Donc, je vous avais dit que je vous montrerai la différence entre la DAP et Elox 02 et pour vous expliquer pourquoi il était prévisible que cette molécule allait échouer. Vous voyez la différence ici d'efficacité entre Elox 02 et la DAP pour ce même test. On a ensuite testé ces molécules dans un modèle de souris qu'on a créé. On a donc introduit la mutation R553X dans le gène CFTR de souris. Vous voyez que le phénotype qu'on obtient chez des souris homozygotes pour cette mutation, c'est une taille plus petite par rapport aux souris hétérozygotes ou sauvages, mais aussi, au moment du sevrage, un pourcentage de souris homozygotes pour la mutation inférieur à ce qui devrait être attendu, puisqu'on attendrait 25% de souris homozygotes pour cette mutation, ce qui signifie qu'on a un phénomène de létalité lié à l'absence du canal CFTR, et ce paramètre était déjà connu dans la littérature. Chez les souris qui atteignaient l'âge adulte, on a pu les gaver pendant 3 jours, soit avec un tampon, soit par exemple avec de la DAP, et regarder l'expression du canal CFTR par immunohistochimie. Chez des souris sauvages, on voit un marquage rouge autour des bronches et autour des villosités intestinales, indiquant l'expression du canal CFTR. Chez des souris homozygotes pour la mutation, et pour lesquelles on les a traitées au DMSO,
on a absence de ce marquage rouge autour des bronches et autour des villosités intestinales. Par contre, lorsqu'elles sont traitées 3 jours avec de la DAP, on voit bien apparaître ce marquage rouge autour des bronches et autour des villosités intestinales. On a vérifié aussi que cette réexpression était fonctionnelle. Maintenant, comme je vous l'ai dit, il y a une létalité liée à l'absence du canal CFTR. On s'est demandé si on pouvait traiter les souris in utero. Et pour ça, on a croisé donc des souris hétérozygotes. Et pendant la gestation, on a traité la mère par gavage pendant toute la gestation et analysé les petits à la naissance. D'abord, on a fait un génotypage et vous voyez qu'on est passé de 17%, donc le niveau est un peu plus élevé que les 9% que je vous ai présentés tout à l'heure parce qu'on est le jour de la naissance et pas 3 semaines ou 4 semaines donc après la naissance. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on passe de 17% à 30% lorsqu'on a traité les mères à la DAP, ce qui veut dire qu'on a corrigé le défaut du ratio de souris homozygotes. En immunohistochimie, on a aussi vérifié l'expression du canal CFTR. Donc, chez des sourisseaux wild-type sauvages, on a bien présence du canal CFTR autour des villosités intestinales. Chez des souris homozygotes pour la mutation et dont la mère a été traitée au DMSO, on n'a pas de marquage rouge, ce qui indique qu'on n'a pas d'expression du canal CFTR. Et par contre, chez des souris homozygotes pour la mutation et dont la mère a été traitée à la DAP, on voit bien l'apparition de cette coloration rouge autour des villosités intestinales, indiquant qu'on a bien réussi à corriger le défaut d'expression du canal CFTR in utero. Comme on ne pouvait pas poursuivre le traitement des souriceaux par gavage, puisque les souriceaux sont trop petits, on a poursuivi le gavage des mères en espérant avoir un transfert de la DAP, de la mère au souriceau, via le lait maternel. Alors, on a tout d'abord regardé si effectivement on pouvait avoir une présence de DAP dans le lait maternel, ce qu'on a effectivement observé. Et au niveau des souriceaux, 2 semaines après leur naissance, on est capable de retrouver un marquage du canal CFTR autour des bronches et autour des villosités intestinales. Maintenant, je voudrais dire quelques mots sur un programme qui est soutenu par Vaincre la mucoviscidose et l'Association Blanche. C'est un programme appelé DITECAP et plus particulièrement le projet Class First Terrier Lead, que je coordonne. C'est un programme qui a pour but d'évaluer et de développer des nouvelles approches thérapeutiques pour des patients non éligibles aux modulateurs CFTR. Bon, c'est un programme national qui a 3 objectifs. La première stratégie, donc, ça va être de corriger les mutations non-sens en utilisant des composés de translecture. Et on va se focaliser sur 2 types de mutations, la mutation R553X et Y122X. Pourquoi? Parce que des patients en France sont porteurs de ces mutations et on dispose aussi d'un certain nombre de modèles avec ces 2 mutations. La deuxième stratégie sera la correction des défauts d'épistage en utilisant des oligonucléotides antisens. Et là encore, on va se focaliser sur 2 mutations en particulier, les mutations 1717-1G vers A et 1811 plus 1,6 Kb A vers G. Enfin, la troisième stratégie va consister à corriger tout type de mutation en utilisant l'édition du génome. Pour analyser le succès de ces approches, on va aussi développer de nouveaux modèles complexes, mais proches des paramètres physiopathologiques trouvés chez les patients, en développant des épithéliums bronchiques ou pulmonaires complexes à partir de cellules pluripotentes. Et aussi, on développe tout un système de tests par Western blot et par chambre de Hussing et patch clamp pour analyser l'expression du canal CFTR et sa fonction. Donc, ce consortium regroupe 5 équipes. L'équipe de Pascal Fennen à Créteil qui développe donc la constitution de cet épithélium pulmonaire complexe. L'équipe de Frédéric Beck à Poitiers qui va mesurer les effets au niveau expression du canal CFTR des fonctions. La correction des mutations non-sens, des mutations par édition du génome
par l'équipe du professeur Isabelle Sermet, la correction des défauts d'épissage par l'équipe de Magali Canard à Montpellier, et enfin les mutations de non-sens par mon équipe à Lille. Donc très rapidement, ça c'est le modèle qu'on a utilisé pour le criblage. Donc si on n'a pas de translecture, on n'aura pas de production de luciférase. Si on a translecture, on aura production de luciférase, donc on peut mesurer. On a fait une étude comparative de différentes molécules de translecture qui avaient été identifiées dans le monde. Et ce qu'on a vu en fonction des codons stop, c'est par exemple sur les codons stop UGA, cette courbe qui montre une efficacité très importante de translecture. Cette courbe, c'est celle qui est liée à la DAP. Et la seconde molécule, c'est la clitosine. Pour les codons stop UAG, on aura plus facilement translecture par la molécule FUR, mais aussi la molécule SRI 41315 ou TLN 468. Et enfin, pour les codons stop UAA, c'est la clitosine qui vraiment est la molécule de choix pour corriger les mutations de non-sens UAA. Malheureusement, la clitosine a une toxicité qui a été démontrée. Le programme implique aussi d'identifier de nouvelles molécules. On a fait un criblage de 150 000 molécules, identifié un certain nombre de hits qui sont en cours de caractérisation. Au niveau des tests qu'on utilise pour déterminer la fonctionnalité du canal CFTR, on utilise donc des cultures de cellules en milieu air liquide et on utilise une chambre de Husing essentiellement ou du patch-clamp, avec des résultats qui sont montrés ici sur certaines mutations, donc où on voit par exemple la DAP qui corrige les mutations UGA, mais pas UA. Pour la reconstitution de l'épithélium complexe, les 4 mutations ont été introduites par CRISPR-Cas9, donc par édition du génome, et donc l'équipe de Pascal Fenen a réussi à obtenir un épithélium pulmonaire complexe qui contient donc les 5 types cellulaires que constitue un épithélium pulmonaire. Donc pour conclure, les patients non éligibles aux modulateurs CFTR sont ceux qui ne produisent pas de protéines CFTR. Un certain nombre d'approches thérapeutiques sont en cours de développement, que ce soit la thérapie génique, la thérapie ARN messager, l'utilisation d'oligonucléotides antisens ou des ARNT suppresseurs, mais aussi les molécules de translecture. La plupart sont en phase préclinique, voire en essai clinique. Et à l'heure actuelle, on a un programme national qui vise à développer un certain nombre de ces approches. Alors, pourquoi avoir développé un programme national? Parce qu'on est dans un environnement très compétitif avec 2 stratégies pour corriger donc, ces mutations de classe 1, soit les petites molécules, et je vous présente donc 4 entreprises qui développent leurs molécules, bien sûr PTC Therapeutics, Elox Pharmaceutical, Southern Research et Geneve Therapeutics. Mais aussi une approche par thérapie génique, avec en particulier Vertex Pharmaceutical. De toute façon, ces 4 entreprises suivent la même stratégie, c'est-à-dire utiliser des nanoparticules virales ou lipidiques pour introduire soit le gène CFTR, soit l'ARN messager, et par nébulisation, aller atteindre les cellules pulmonaires. Toutes ces approches sont en essai clinique de phase 1, avec un certain nombre de limitations, puisque vous comprenez bien que ces particules doivent traverser le mucus qui est épais et collant au niveau des patients atteints de mucoviscidose. Et donc, pour terminer, je voudrais juste remercier les membres de mon équipe, mes collaborateurs et mes sponsors. Je vous remercie pour votre attention. Bien, merci pour cette vidéo très globale des avancées sur la thérapie génique qui sont très enthousiasmantes, mais c'est encore très au départ de la recherche, parce qu'il ne faut pas encore arriver tout de suite en clinique. Je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent poser la question sur le chat pour qu'on puisse y répondre. Moi, j'ai juste une première question suite à votre présentation. Vous avez bien présenté un peu toutes les techniques, et notamment, on a d'un côté un peu l'ARN et la gène
techniques d'apport génique elles sont indépendantes des mutations sous-jacentes, et les autres qui sont quand même très spécifiques et ciblent ces profils particuliers. Donc, je vais être un peu provocateur, mais est-ce qu'il ne faudrait pas cibler un peu les obstacles de diffusion de cette gene editing ou d'ARN editing qui pourrait finalement correspondre à tous les patients, y compris ceux qui sont éligibles aux modulateurs mais qui ne peuvent plus les recevoir, quelle qu'en soit la raison, par mauvaise tolérance, plutôt que de cibler les profils un peu, justement, c'est classe 1, mais où finalement, chaque traitement cible une mutation particulière ou peut-être un groupe de mutations, mais pas forcément tout. Tout à fait. Oui, c'est une très bonne question. Maintenant, il faut bien voir que vaut mieux développer plusieurs approches en parallèle, avec éventuellement des chances de succès, même sur un petit groupe, plutôt que de tout mettre ses œufs dans le même panier et aller vers de la thérapie génique qui, peut-être, je ne sais pas, n'aboutira pas. Donc, c'est un choix. Je pense que c'est un choix qui est bien raisonné, c'est de faire avancer différentes approches en parallèle et essayer de pouvoir traiter un jour le plus de patients possible. Surtout que finalement, ça peut répondre aussi à d'autres pathologies géniques autres que la mucoviscidose. Bien sûr. Alors, nous avons une question dans le chat sur l'approche pour les atteintes extrapulmonaires des patients greffés dont 98% ne bénéficient pas du Kaftrio, alors qu'ils ont les atteintes extra-thoraciques. Alors, c'est vrai que toutes les études ont été faites chez des patients non greffés, hein, et donc se sont focalisées sur les atteintes qui avaient un objectif sur le pronostic, notamment les atteintes respiratoires et les atteintes nutritionnelles. Mais on a bien vu chez les patients que ça agissait également sur les atteintes extrathoraciques, et Amy a montré une étude sur le bénéfice au niveau ORL, c'est une étude récente, c'est quand même 2022. Et donc effectivement, se pose maintenant la question de mettre en place les traitements lorsque ces atteintes extrathoraciques deviennent l'atteinte principale, donc ça peut être chez les greffés, mais même chez les non-greffés. Et c'est toute la question, c'est la balance bénéfice-risque, hein, parce que c'est pas si simple, notamment chez les greffés avec les interactions avec les traitements immunosuppresseurs. Et c'est pour ça qu'il y a une RCP nationale qui s'est mise en place il y a un peu plus d'1 an maintenant pour discuter ces dossiers et qui permettent chez certains patients de les introduire lorsqu'ils sont éligibles et qu'ils ont une atteinte extrathoracique qui peut être ORL ou autre, pour lesquels on pense qu'effectivement, ils en tireraient grand bénéfice et que ce bénéfice serait supérieur au risque qu'on leur ferait prendre déjà pour les effets secondaires des traitements et puis par rapport à toutes les interactions que ça peut avoir avec les traitements dont ils ont besoin pour garder les bénéfices de leur greffe et donc éviter le rejet. Donc pour l'instant, nous n'avons pas d'autres questions. Donc, on va peut-être profiter de l'expertise de Nathalie en pédiatrie parce qu'on a beaucoup parlé de tout ça. Alors, les études qu'a montré Camille, parce que c'est la population qui était ciblée initialement, et puis parce que pour des raisons éthiques, on commence chez l'adulte, c'était beaucoup chez l'adulte, donc avec un bénéfice majeur, mais évidemment, très vite, les études ont fait comme objectif de les faire les débuter le plus tôt dans la vie, pour justement, en se disant que si on traite la cause de la maladie dès le départ, la maladie ne s'installera pas. Et donc, je voulais voir un peu ton expérience un peu sur la tolérance. Alors, je ne vais pas dire au long cours parce que c'est encore relativement récent, mais comment ça se passe chez les enfants En tout cas, déjà en termes de bénéfices et d'efficacité, l'enjeu en pédiatrie, c'est vraiment d'être en amont de l'installation et du développement des symptômes quand c'est possible et de pouvoir les prévenir. On avait déjà vécu ça il y a 20 ans avec la mise en place du dépistage néonatal qui permettait justement de prendre en charge les enfants dès la naissance. Donc, on les reçoit, les enfants ont 3-4 semaines de vie, très peu d'atteintes respiratoires à ce moment-là, peu d'atteintes digestives. Et puis voilà, on essaie, en les surveillant régulièrement, de mettre en place le suivi, les traitements, la réalisation d'examens vraiment de dépistage de symptômes de cette mucoviscidose pour une prise en charge plus rapide. Donc voilà, on était déjà dans l'enthousiasme depuis une vingtaine d'années de cette prévention pour amener les enfants à l'âge adulte dans le mieux possible. Hein. Vous les voyez arriver. Et c'est vrai que je pense qu'il y a une vingtaine d'années, les adultes, nos jeunes enfants qui devenaient adultes n'étaient pas aussi en forme qu'aujourd'hui, en particulier sur le plan respiratoire. Donc voilà, on a cet enjeu-là de prévention. Enfin,
Et c'est toute la difficulté aussi du petit, c'est il est peu symptomatique et donc c'est difficile de mettre en évidence justement des bénéfices. C'est évident qu'on n'a pas les mêmes bénéfices respiratoires que chez l'enfant ou le plus grand ou l'adolescent ou l'adulte. Et mais par contre, ce qu'on voit clairement, c'est une amélioration nutritionnelle, une amélioration digestive avec la possibilité chez un certain nombre de patients, alors je n'ai pas de pourcentage exact à vous donner, mais je dirais 25%, au moins un quart des patients qui améliorent leur insuffisance pancréatique exocrine, voire qui la normalise. Donc on a vraiment une récupération de cette fonction pancréatique exocrine qui est un enjeu très important parce que l'état nutritionnel et l'atteinte pancréatique sont vraiment des éléments de pronostic à l'âge adulte. Donc les enfants peuvent grandir et grossir mieux aujourd'hui en bénéficiant de Kaftrio dès l'âge de 2 ans, pour ceux qui peuvent en bénéficier. On a aussi une nette amélioration de la perte de sel dans la sueur, tu l'as dit Camille, en effet. Je dirais un tiers des patients normalisent leur test de la sueur, donc vraiment une sueur qui n'est plus salée du tout, ce qui permet de ne plus devoir en prendre, en fait, du sel, de ne plus devoir supplémenter, et de limiter ou d'éviter les pertes de sel et une sueur moins abondante, donc un risque moindre de déshydratation globale de l'organisme. Une prise de poids qui est plus facile parce que la perte de sel gêne la prise de poids, une meilleure hydratation des mucus quand il y en a encore, parce qu'en même temps, on n'en a plus beaucoup du mucus dans les bronches. Et c'est vrai, quand on surveille les scanners thoraciques, déjà, on a peu de choses chez le jeune enfant, mais en plus, on a vraiment plus de mucus chez les enfants plus grands. Donc c'est vrai que cette surveillance respiratoire aussi de l'installation des lésions, on voit bien avec la réalisation des scanners thoraciques qu'on a très peu de lésions ou pas du tout et qu'au fil du temps, la situation reste stable. Donc on a, pour l'instant en tout cas, parce que c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de recul chez le petit, mais voilà, on a une vraie efficacité, peut-être plus extra-respiratoire, ou en tout cas de prévention de cette atteinte respiratoire qui pourrait s'installer. Merci. Je rappelle, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat, parce que après, nous, on en a plein. Mais encore une fois, donc on a vraiment maintenant, je pense, une vision relativement claire des bénéfices, même si on a besoin de voir un peu comment ils se maintiennent dans la durée. On est plutôt confiant. Mais l'exemple de l'Ivacaptor a quand même montré que finalement, comme il est plus ancien, comme il est présenté, ça datait de 2011, finalement, il y a quand même un déclin qui réapparaissait au cours du temps, donc il faut quand même rester prudent sur les bénéfices, même si l'impact étant majeur, on s'attend à ce que ce déclin soit moins important, et peut-être qu'il sera quand même présent dans la durée. Mais ce qu'on a besoin encore de préciser, c'est vraiment cette tolérance du traitement. On a vu on a identifié progressivement des effets secondaires qui n'étaient pas clairs au départ non plus, neuropsychiques, notamment chez les adultes qui présentaient des troubles du sommeil, des troubles de l'humeur, qui n'étaient pas au départ de façon évidente, en tout cas qu'on n'avait pas identifié comme rattachés au traitement et qui finalement semblent quand même l'être. Et puis, il y a toute cette question de l'impact chez le nouveau-né pour les grossesses, parce qu'encore une fois, effectivement, on a restauré la fertilité des patientes, et ça, c'est une excellente nouvelle. Mais pour beaucoup, c'était difficile, voire pas possible d'arrêter le traitement pendant la grossesse. Donc, les enfants ont été exposés pendant la grossesse, des enfants qui, pour un certain nombre, n'étaient pas du tout atteints de la mucoviscidose. Alors, pour l'instant, on a plutôt une tolérance qui sont plutôt bonnes, sans effet, mais il y a un suivi qui est proposé de ces enfants pour justement s'assurer que ça n'aura pas de conséquences sur le long cours et il n'est pas exclu que on puisse voir éventuellement des conséquences. En tout cas, on surveille et pour l'instant, on a plutôt un message qui est très rassurant, mais il faut rester prudent et donc à chaque fois, il faut vraiment évaluer la balance bénéfice-risque de ces traitements. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que, et ça c'est quelque chose qu'il faudra qu'on évalue, c'est que ça a changé la vie de ces patients et au-delà de la maladie, comment ça va impacter leur vie de tous les jours. Alors, pour les adultes, c'est parfois plus compliqué, mais ils vont reprendre une vie active pour certains. Pour les enfants, ils ont un horizon maintenant qui s'éclaircit, ils vont pouvoir se projeter au-delà de la vie. Et donc, il va falloir aussi accompagner cela.
je rajouterais pour les enfants, notre difficulté, ça va être de les garder observants à ce traitement, alors même qu'ils n'ont pas expérimenté la maladie. En fait, ils n'ont pas été malades, ces enfants-là. Et donc, voilà, à des âges un peu difficiles, je pense à l'adolescence en particulier, notre mission, ça va être vraiment de les garder motivés à continuer ce traitement. Donc, eux, aujourd'hui, ne ressentent pas de bénéfices directs puisqu'ils ne se souviennent plus ou ils n'ont pas vécu ces exacerbations respiratoires. Donc ça, c'est peut-être aussi un des points importants, c'est que les traitements modulateurs sont vraiment suspensifs. En revanche, j'avais cette question du coup pour monsieur le docteur Lejeune. Les techniques d'ARN editing, de gene editing, est-ce que c'est un effet qui est pérenne? Est-ce que c'est un traitement qui nécessite d'être répété au cours de la vie? Alors pour ce qui est d'édition du génome, en théorie, c'est durable. Bien sûr, il faut bien comprendre que si on n'arrive pas à atteindre les cellules souches, il faudra recommencer. Mais en théorie, elles devraient être aussi soumises à l'édition du génome. Donc c'est vraiment l'approche, je dirais, par excellence, qui permettrait effectivement de corriger les mutations. Maintenant, bon, comme je l'ai indiqué, il y a un certain nombre de limitations à l'heure actuelle, techniques, qui font que on n'arrive pas, dans un certain nombre de pathologies, à utiliser cette approche par édition du génome. Mais pour certaines maladies, ça fonctionne. Pour ce qui est de la thérapie génique, là, je pense qu'on n'a pas encore assez de recul pour savoir si une seule fois sera suffisante. En théorie, ça paraît assez peu probable parce que justement, il y a le renouvellement des cellules. Et donc, pas évident que le gène introduit soit introduit dans toutes les cellules et notamment dans les cellules souches. Donc, en fonction du renouvellement des tissus, il y aurait une répétition du traitement à faire à une fréquence variable? Éventuellement. En tout cas, on verra avec les premiers essais. Hein. On a vu des cas tout à fait extraordinaires au moment du Téléthon, par exemple. Mais on n'a pas encore assez de recul pour pouvoir vraiment dire oui ou non, un seul traitement sera suffisant. Ce qu'on sait, c'est que ça pose problème, puisque si on utilise des particules virales, forcément, la première exposition va induire aussi un développement, une réponse immunitaire. Donc, c'est pour ça qu'il y a tout un pan de recherche pour modifier ces particules virales, pour les rendre moins immunogènes. Il y a vraiment énormément de devoirs de développement pour toutes ces stratégies. Très bien. Et en l'absence de questions, et puis parce qu'on arrive au terme de ce webinaire, je tiens à remercier encore une fois nos deux orateurs pour leur présentation, la plateforme Playmara qui a permis la réalisation de ce webinaire qui sera disponible en replay. Et je vais laisser Nathalie conclure pour cette soirée. Vous souhaitez une bonne soirée peut-être? Et bien, je dirais que voilà, c'est une vraie révolution, l'arrivée de ces nouveaux traitements et encore une fois, à visée préventive chez l'enfant à partir de 2 ans actuellement et sans doute un jour dès la naissance et voire même in utero, comme comme ça a pu être expérimenté, en tout cas être réalisé dans certains cas pour traiter en particulier des ileus méconiaux. Merci à tous d'avoir assisté à ce webinaire. On vous souhaite une excellente soirée à tous.